Et c'est grâce à un don qu'à 20 ans, Aline a pu guérir de sa maladie. Atteinte d'une malformation génétique, son espérance de vie se chiffrait en heures quand les médecins l'ont placée en extrême urgence sur la liste des receveurs. La chance d'un cœur compatible et son courage avant l'intervention lui ont permis de surmonter cette épreuve. Elle dirige sa vie et je me rappelle la phrase qu'elle a dit, on n'a pas le choix, on y va et on gagne. Son cœur qui bat n'est pas le sien, mais ses battements rythment désormais son quotidien. Un miracle grâce auquel Aline a échappé au destin tragique qui a déjà emporté son père et son grand-père. Depuis, elle tient à faire prendre conscience que grâce au don d'organes, elle est aujourd'hui une jeune fille comme les autres. Et on accueille Aline qui est avec nous, Aline Février, boulanger. Mon cœur qui bat n'est pas le mien. Chez O Édition, vous racontez ce parcours plein d'espoir. Aline, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes rayonnante. Merci. Et vous avez un nouveau cœur depuis le 22 février. Oui, depuis fin février 2006. Oui. Vous allez me raconter, vous avez quel âge aujourd'hui, Aline? Alors, je vais avoir 21 ans au mois d'août. Ouais. Donc là, j'ai encore 20 ans. Et vous êtes reparti pour une nouvelle vie? Oui, mieux qu'avant. Je vis à fond, en fait. Alors que vous êtes senti mourir, vous racontez page 85 du livre, puis on va raconter un peu comment vous êtes arrivé à tout ça. Je me sens partir et j'entends encore, quand on me ferme les yeux pour m'endormir, on entend les voix des proches qui résonnent de loin. Elles résonnent, je suis consciente de m'en aller, de rien pouvoir faire. Je n'oublierai jamais ma mort. Oui, je suis morte. Cliniquement, j'étais morte pendant plusieurs heures. C'est-à-dire que mon cœur s'est arrêté suite à une crise cardiaque. Et j'ai été posée sous cœur artificiel. Donc ça peut paraître énorme, mais oui, j'oublierai jamais ma mort, puisque j'ai sombré, quoi. On raconte comment vous arrivez jusqu'au 22 février. Vous avez une enfance sans papa, puisque votre papa meurt quand vous avez 3 ans. Sans papa, oui, jusqu'à mes 7 ans, puisqu'après j'ai eu la chance d'avoir un beau-père, quoi. Donc, partiellement, oui. Partiellement. Oui. Votre papa avait une malformation cardiaque, oui. dont vous souffrez également, mais vous n'en savez rien pendant toutes les premières années de votre vie. Vous faites des examens, mais on ne vous explique pas vraiment pourquoi, et cette malformation, vous n'en aviez absolument pas conscience. Bien sûr que non. Déjà, quand on est enfant, on n'a pas vraiment conscience de ces choses-là. On nous dit que papa est parti parce qu'il souffrait. On accepte, on ne pose plus de questions. Et après, il y a papy qui part. Alors là, on commence à se poser des questions, par contre, parce que la famille se dit c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas. Donc à partir de ce moment-là, contrôle médicaux du cœur à partir de 6 ans. Donc des petites échographies tous les ans pour me dire faut aller voir le docteur, c'est tout simplement une visite médicale comme ça. C'est pas vous qui faites sourire, c'est le dessin. Candeloro, le cerveau qui pense n'est pas le mien, c'est votre. Vous avez été greffé. Et donc vous faites des échographies régulières. Mais... C'est planté le mec. Hein. C'est bien le vôtre. Non, il aurait pu m'en mettre un meilleur. Ah oui, ils auraient pu vous en mettre. C'est une Nelson, par exemple. Et donc Aline, vous faites des échographies et à l'âge de 13 ans, alors que toutes vos échographies étaient bonnes, positives, vous commencez à sentir un énorme essoufflement. Oui. C'est un jour précis, je m'en souviens, je gravis une petite colline, devant moi mon petit frère galope, et pour une fois je suis à la traîne, je cherche de l'air et je ne comprends pas ce qui m'arrive. Là, très vite vous êtes essoufflé, vous ne pouvez plus du tout respirer. Quoi. On étouffe, oui. Vous étouffez. On étouffe, on manque d'air et moi toujours... on m'a dit que on m'a jamais parlé vraiment de la maladie, hein. Parce qu'il vaut mieux pas, faut pas inquiéter un enfant de toute façon, parce que ça sert à rien. Surtout qu'il peut rien se passer. C'est quand même une maladie silencieuse, hein, qui peut se réveiller n'importe quand ou ne jamais se réveiller. Dans mon cas, elle s'est réveillée à mes 13 ans. Donc quand j'allais voir mes chevaux. Et là, ça a été une adolescence compliquée. Vous ne vouliez pas faire partager, vous n'aviez pas du tout envie de faire partager ça à vos copains et vos copines, alors que c'était un calvaire ce que vous viviez, vous étiez asphyxié en permanence, mais vous ne vouliez pas le raconter, même pas à votre maman, vous ne vouliez pas l'inquiéter. Donc vous gardiez pour vous ce qui est chaque effort, chaque pas était pour vous un calvaire. Chaque pas, chaque parole, chaque geste, puisque ce que je fais naturellement maintenant et sans me soucier de rien, il me fallait un effort du cerveau de me dire là, tu vas bouger ta main, là, tu vas écrire un mot. C'est-à-dire que j'ai passé mon bac blanc dans un état pitoyable. Je suis un peu têtue et je voulais absolument le passer. J'ai passé à 8 de tension et j'ai dit là, il faut que tu l'aies. Donc, et pourquoi vous ne vouliez pas le faire partager? Vous ne vouliez pas inquiéter votre maman? C'était ça déjà, vous vouliez être normal, quoi, en voilà, fait. Je voulais être comme tout le monde et je voulais surtout pas être malade parce que pour moi, les gens nous voient différemment quand on dit qu'on est malade. Ils nous voient comme du cristal. Mais vous aviez conscience que vous encouriez un risque vital puisque vous n'en avez pas conscience? Non, parce que je renie tellement cette maladie
non, pour moi, c'était pas ça. C'était le stress du bac ou c'était une fatigue. Pourtant, vous écrivez, marcher devient très difficile. Le moindre escalier ou une petite montée sont un problème. J'utilise toutes sortes de subterfuges pour que personne ne s'en aperçoive. Mon estomac ne supporte plus rien. Dès que j'avale quelque chose, il me le renvoie. Pourtant, j'ai faim. Donc, vous étiez à bout de force, en fait. J'étais à bout de force. J'avais très faim puisque le cœur dysfonctionne, les organes dysfonctionnent. C'est-à-dire que on va plus à la selle, on peut plus manger, puisque il accepte plus rien, l'estomac. Donc si j'arrive à avaler des compotes, mais bon, pour moi qui a un gros appétit, c'était pas suffisant. Et puis oui, tout devient dur, les gestes quotidiens deviennent durs. On dort plus parce que j'ai passé un mois sans dormir, mais on comprend pas. Je comprenais pas, ou je voulais pas comprendre. Je pense. Vous voulez pas le faire partager, et à un moment donné, c'est plus possible, et le corps dit stop. Et là, vous rentrez un soir à la maison, voilà. Et vous effondrez d'une certaine manière. Là, je m'effondre, c'est-à-dire que je me pose sur le canapé comme à mon habitude depuis un mois, puisque je voulais plus être isolée dans ma chambre. Et mon corps se refroidit. C'est-à-dire, pour que vous puissiez imaginer un peu, j'ai toujours cette image dans Titanic, parce que c'est super connu. Dans Titanic ? Oui, où ils tombent dans la glace. Ah oui. Et ils sont gelés. Et moi, c'était ça. C'est-à-dire que mon corps tremblait, mais je pouvais pas l'arrêter. Et ma mère m'a mis des couvertures, mais ça passait pas. Et en fait, j'ai fait des infarctus, des petits infarctus. Elle sait que je commence à partir. Il faut à tout prix que le sang revienne et me réchauffe. En réalité, mon cœur s'arrête et repart par un coup de minuscule infarctus. Vous êtes en train petit à petit de partir et votre cœur petit à petit s'arrête. C'est ça. Mon cœur s'arrête petit à petit et je commence à partir à petit feu. Mais je ne sais pas, parce que maman elle dit elle part et s'affole, parce qu'elle connaît la maladie quand même. Mais pour moi je pars pas. Il faisait très froid cet hiver-là, je me suis dit ça y est, je me suis encore mal habillée, j'avais le nombril à l'air, c'est bien fait pour moi, je suis malade, c'est tout. Mais en réalité je partais. Alors votre maman n'a pas voulu que vous soyez soigné dans votre région, dans le sud, parce que c'était là où votre papa a été soigné et qu'il s'en est pas sorti. Donc elle vous prend un risque d'une certaine manière, mais qui vous a sauvé, parce que elle appelle pas les secours sur place, elle vous fait monter à Paris avec elle. La nuit se passe, et c'est que le lendemain que vous remontez à Paris, vous arrivez à l'hôpital, et là vous êtes immédiatement placé en soins intensifs, parce que là vous êtes à deux doigts de mourir. C'est ça. Il faut savoir que déjà j'étais suivie depuis mes 13 ans à Paris, à la Pitié-Salpêtrière, à raison de 2 fois par an, 3 jours, j'étais hospitalisée. Donc j'avais déjà un suivi là-bas, quelque chose de solide, de costaud. On me surveillait de près quand même. Et puis est arrivé, j'ai tenu jusqu'au bout, je sais pas comment, mais j'ai tenu. Je suis arrivée, ils m'ont vu, ils ont paniqué et ils m'ont dit on va commencer par l'échographie. Et là tout s'est enchaîné, soins intensifs, puis le lendemain arrêt cardiaque. Et c'est là où vous mourrez. L'arrêt cardiaque, c'est là où vous êtes morte. Ça peut paraître. Nelson Alzi. Je voulais savoir, vous étiez encore consciente ou est-ce que vous avez véritablement perdu connaissance? C'est-à-dire que, si vous voulez, j'ai senti qu'on sent qu'on part. Quand c'est quelque chose du cœur, je ne sais pas si c'est autrement pour autre chose, mais là, je sentais. C'est-à-dire qu'avant la machine, j'ai appelé ma maman qui était à côté de moi, j'ai dit, écoute, va les chercher. Elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je fais, je pars. Elle dit, mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle va pas bien. Et d'un seul coup, les machines se sont mises à biper. Et les médecins sont arrivés et là ils vous disent gardez les yeux ouverts, mais ils se ferment les yeux. On dit vous êtes malin, mais je peux pas les garder ouverts. Ils ferment. Aline, garde les yeux ouverts, reste avec nous. Oui, mais c'est facile à dire, mais on peut pas aller contre le corps. Et quand votre cœur s'arrête, il faut expliquer pour qu'on comprenne bien que c'est une machine qui a pris le relais, puisque vous étiez en attente d'un cœur. Oui, et ça arrive pas comme ça. Ça arrive pas comme ça, même si vous avez été placé immédiatement sur une liste prioritaire. Mais donc c'est une machine qui, à côté de vous, a pris le relais. Vous écrivez, il commence à m'ouvrir la cuisse, je regarde le médecin, où en sont-ils, que font-ils? Savoir, comprendre me rassure, j'ai besoin de me raccrocher au réel. On me ramène en salle de réanimation avec un peu plus de 4 heures d'intervention. Mon cœur est encore là, dans ma poitrine, mais je ne l'entends plus, pas besoin de monitoring, il ne bat plus, il est définitivement arrêté, mort, on ne peut plus rien pour lui, il n'a pas voulu fêter mes 20 ans, et là vous avez une machine qui... J'ai demandé la pose de ce cœur sous anesthésie locale. Enfin, ce cœur artificiel, moi, ça m'a paru bizarre. Quand on m'a dit on va te poser un cœur artificiel, j'ai dit qu'est-ce qu'ils vont me faire? Mais c'est juste une pompe sur la cuisse, donc je pouvais y assister. Et les moindres faits et gestes des médecins, je demandais, je voulais tout savoir. Qu'est-ce que vous faites? On ouvre la cuisse, on te met les tuyaux dans les artères, ça va aller. Combien de temps peut-il avec ça, Aline, avec cette pompe artificielle? Alors, j'ai eu énormément de chance, puisque je suis restée 4-5 heures, oui. Et après, mon donneur est parti. Il est parti presque en même temps que moi, je partais.
Et c'est une infirmière qui vient vous dire à 22h, j'ai un cadeau pour vous. Oui. Donc moi, je croyais logiquement que c'était ma maman, parce qu'elle était à l'hôtel. Je me dis, ah bah c'est bien, c'est ma maman, elle vient me rendre visite. Vous l'avez enfin autorisée à venir me voir, parce qu'elle n'avait pas le droit. Ah bah non, on a un donneur, quoi. Alors j'ai dit, ah.